2020, une nouvelle année, quelles seront ou devraient être les priorités pour l'Afrique? Quels défis et quelles perspectives pour le continent? Liévin Féliot, merci d'être avec nous. Vous Merci êtes de m'accueillir. le président de Sherpa, un laboratoire d'idées que vous avez fondé en 2013 sur les enjeux du développement de l'Afrique. Bonsoir et bonne année. Tous mes voeux. Merci. L'année commence. Réciproque. On va regarder à l'agenda politique. Tout d'abord, l'Afrique aura son lot de scrutins en 2020. Les habitants de 13 pays vont être appelés aux urnes. En octobre, 2 présidentielles à surveiller. En Côte d'Ivoire, d'abord, elle aura lieu le 31 octobre. Il y a la crainte que le pays s'embrase à nouveau. Est-ce que c'est inéluctable? D'abord, je voudrais dire que on amorce une nouvelle décennie. Celle qui s'écoule a été marquée par principalement le printemps arabe et la résolution 1973 qui a permis l'invasion en Libye. Enfin, l'intervention en Libye. Et avec toutes les conséquences qui s'en suivent et que nous subissons encore aujourd'hui, d'où le G5, etc. On en reparlera sans doute. Donc, il y a nécessité de remettre tout ça en perspective. Pour ce qui est des élections que vous évoquez, je crois que concernant la Côte d'Ivoire, finalement, à ce stade, on ne sait pas grand-chose. C'est peut-être ce qui est problématique, mais en tout état de cause, vous avez une situation où il y a 3 personnalités, grosso modo, qui campent le paysage politique depuis quelques décennies. En l'occurrence, le président Ouattara, le président Gbagbo et le président Bédié. Et puis, il y a de nouveaux venus, on va dire ça comme ça. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure est-ce que, après des élections difficiles, coûteuses en vie humaine, etc., on pourra garantir aux populations des élections apaisées. Donc beaucoup d'incertitudes encore. Il y a également en octobre la présidentielle, cette fois au Burkina Faso. Là, la question qui se pose, c'est comment organiser un scrutin crédible sur un territoire qui est largement aujourd'hui en proie à l'insécurité. Oui, alors tout ceci est en ligne avec, sur le cas particulier de la côte du Burkina Faso, c'est le prolongement de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la situation en Libye et plus généralement sur l'instabilité au Sahel. Je crois que c'est deux modèles d'élection qui risquent d'être, qui s'annoncent assez différents. Dans le cas du Burkina Faso, vous avez une espérance qui s'est élevée en 2014. De la société civile et qui a eu les bouleversements politiques qu'on connaît dans ce pays avec le départ du président Compaoré. Et puis de l'autre côté, vous avez donc une élection qui a eu lieu, etc. Mais là, dans le cas du Burkina, on a justement, vous rappeliez les espoirs qui étaient soulevés il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, la situation a énormément changé. Comment organiser un scrutin? Le scrutin pose un problème de forme, c'est que le pays ne contrôle pas l'intégralité de son territoire. Donc c'est quand même une inquiétude. Et puis un problème de fond qui est qu'il y a une grogne sociale. Maintenant, je n'ai pas l'impression que cette grogne sociale aurait pour effet de faire venir, par exemple, les anciens dirigeants ou l'ancien régime. Alors, en Guinée, Alpha Condé a confirmé son intention de changer la Constitution. Après 2 mandats présidentiels, le chef de l'État pourrait briguer un 3e quinquennat qui serait autorisé par la nouvelle loi fondamentale. Cette limite du 3e mandat est-elle aujourd'hui plus source d'instabilité que de stabilité? Si on va être franc, je crains que la question des 3e mandats dans tous les pays africains soit plus un enjeu d'instabilité que de stabilité, que ce soit plus une garantie d'élections contrôlées que d'élections ouvertes. Et donc la question, c'est qu'il faut que les Africains, certes, se dotent d'outils qui leur sont propres et qui soient en phase avec leur mode de fonctionnement, leur culture, etc. Mais il y a des règles qui doivent être intangibles et des contrats qui doivent être respectés. Alors, de l'exemplaire Ghana au Burundi, Togo, Guinée, Tanzanie, Niger, Centrafrique, tous ces scrutins vont témoigner en fait de la grande diversité démocratique qu'il y a en Afrique en ce moment. Il n'y a pas une seule Afrique, on est bien d'accord? Oui, on est bien d'accord, mais je crois qu'il y a une source d'espérance aussi sur le fait que on ne sait pas comment la société civile va se comporter et elle joue de plus en plus un rôle clé dans les élections et dans les décisions politiques majeures. Je pense que, par exemple, pour le franc CFA, c'est sans doute... On va y venir, justement. On va revenir à l'économie. Le gros dossier économique, avant de parler du franc CFA sur le continent pour 2020, c'est l'expiration des accords de Cotonou qui posaient jusqu'ici les bases du partenariat avec l'Union européenne. Les négociations s'éternisent. Elles laissent envisager une prolongation. Ces futures relations entre l'Afrique et l'Union européenne se feront sur quelle base ?
On voit que les relations se sont distendues quand même. C'est difficile de dire aujourd'hui, à ce stade, comment ce qu'il y aura dans le prochain accord, l'accord qui se substituera à l'accord de Cotonou, juste pour que les interlocuteurs, les téléspectateurs comprennent. Donc l'accord de Cotonou, c'est 79 pays ACP et 28 États, ou 28 moins 1 de l'Union européenne. Donc c'est quand même quelque chose de très important, hein, et c'est un accord qui compte sur 20 ans. Hein. Et donc la question... L'un des points d'achoppement, c'est l'intégration de la question liée à l'immigration et donc la collaboration ou non des pays qui sont pourvoyeurs. Et puis, vous l'évoquez, les 28 moins 1, puisque la nouvelle donne, c'est aussi le Brexit côté européen. Ça veut dire que les Britanniques, est-ce que ça va poser un problème de financement pour l'Afrique? Et comment les Britanniques vont se positionner en termes de développement sur le continent? Alors, le départ de la Grande-Bretagne, le Brexit, va forcément contraindre la Grande-Bretagne à se repositionner, à avoir une stratégie différente. Et cette stratégie, il y a sans doute les États-Unis, mais il n'y a pas de raison que la Grande-Bretagne, devenue, libérée de l'Union européenne, ne soit pas encore plus présente sur le continent africain, là où, au moment où tout le monde cherche à y être encore plus. Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que d'un point de vue budgétaire, il y a une baisse des ressources, de fait, liée au départ de la Grande-Bretagne, mais il y a aussi le fait que l'Union européenne entre dans la phase où elle discute le prochain budget 2021-2027, et donc c'est ce budget qui va déterminer les instruments qui vont pouvoir être mobilisés pour les enjeux de développement en Afrique. Vous l'évoquez, le franc CFA, c'est l'autre grand dossier économique. Ce sera cette disparition dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest, qu'on va vous citer quand même, on les rappelle, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. L'ECO deviendra la monnaie unique commune aux 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça va se mettre en place? Alors, ce que nous savons aujourd'hui, c'est la question, c'est que ce qui est acquis, c'est la parité du franc, la parité fixe et la garantie française. Ce que nous ne savons pas, c'est la garantie française contre quoi. Donc il y a encore un certain nombre de zones de flou qui sont pas minces. Ensuite, se pose la question du calendrier dont personne ne parle jamais. Sur le papier, l'ECO est censé entrer en fonction au 1er juillet 2020. S'il y a une personne qui croit à ça, c'est vraiment qu'il est très optimiste, on va dire ça comme ça. Puisqu'il y a des critères de convergence, etc. Donc il faudra déterminer un calendrier qui dira les conditions dans lesquelles qui dira les conditions dans lesquelles les pays peuvent converger sur la mise en œuvre de la monnaie. C'est exactement ce qui s'est passé, que nous avons connu ici en Europe avec la mise en œuvre de l'euro. Donc on est très loin, à mon avis, d'une entrée en vigueur effective de l'ECO. Alors, toujours sur le plan économique, fin juin, la Chine confirmait sa place en Afrique avec une réunion de tous les pays du continent au cours de laquelle ont été négociés ou signés plus de 200 accords de coopération. Mais se pose la question de la dette de l'Afrique. C'est une bombe à retardement. Est-ce qu'elle pourrait exploser en 2020 ? C'est qu'il y a un ralentissement de l'économie mondiale. Il y a un certain nombre de facteurs économiques. Est-ce qu'ils sont dangereux pour l'Afrique? La dette, tout dépend de ce que vous faites de la dette. La dette, c'est la dynamique de la dette en Afrique qui est importante. C'est-à-dire qu'il est incontestable que la façon dont les Africains s'endettent auprès de la Chine croît assez rapidement. Mais ça reste quand même... comparativement aux autres pays, c'est quand même pas... c'est difficile de comparer en termes de volume. Je crois que ce qui compte, c'est si les Africains s'endettent, ce qu'ils font de cette manne obtenue et bien sûr au profit de qui. Alors sur le plan sécuritaire, on va terminer rapidement là-dessus. Il y a évidemment la problématique du terrorisme. Dans 12 jours, la France organise un sommet à Pau avec les chefs d'État du G5 Sahel. La question de la présence française au Sahel va se poser là très rapidement avec acuité. Celle des États-Unis aussi qui envisagent de se retirer d'Afrique et du Sahel. Ça va être un enjeu important pour 2020. Ce sera un enjeu important, mais encore une fois, je ne crois en termes d'efficacité
qu'aux solutions africaines pour les Africains. Il faut que nous apprenions à tirer des leçons des erreurs du passé. C'est pour ça que je parlais à dessein de la résolution 1973. Parce que on parle aujourd'hui du G5 Sahel, mais les sources du désordre auquel le G5 Sahel est aujourd'hui confronté, etc., c'est la résolution des Nations Unies, c'est la communauté internationale. L'Afrique a sa part, puisqu'il y avait bien des pays africains qui ont voté cette résolution. Mais le fait est que nous ne pouvons pas considérer que, comment dire, sans des solutions africaines, sans des solutions africaines, il y aura des résultats. Et ce sera le mot de la fin, Livain Féliot. Merci d'avoir démarré l'année avec nous ici au Journal Afrique.